Bien, donc nous sommes réunis ce soir pour une réunion de conseil municipal. Nous sommes tous heureux de nous retrouver en présentiel, comme on a la coutume de dire désormais, pour cette réunion. Réunion présentielle en présence de la presse et du public. Contrairement à la fois dernière où on était resté à huis clos, le temps de voir comment les choses se développaient d'un point de vue sanitaire. Donc force est de constater que l'épidémie est à peu près jugulée, que les vaccins continuent, même si on sent une sorte de piétinement, on continue à se faire et que nos concitoyens continuent à se rendre vers le centre de vaccination. Et on croise tous les doigts pour que les nouvelles les plus alarmistes ne se transforment pas en réalité. Donc nous sommes le 5 juillet, il est 19h passé de quelques minutes et nous allons donc pouvoir aborder notre réunion de conseil municipal. Auparavant, je vais procéder à l'appel. Alors, une information, mais que je vous avais déjà donnée, c'est celle qui est liée à la démission de Sylvie Guichard, qui avait été annoncée la fois dernière. Je vous avais aussi expliqué que dans l'ordre du tableau, c'est Jacques Tholon qui avait été, non pas retenu, mais qui s'était dit prêt à rejoindre notre assemblée municipale. Et ce soir, j'ai le plaisir de lui souhaiter la bienvenue dans notre conseil municipal. Donc merci Jacques d'avoir accepté de nous rejoindre. Je te souhaite une bonne intégration non seulement dans l'assemblée municipale, mais aussi dans les différents travaux de commission auxquels tu pourras bien évidemment participer. Je crois que tu as déjà jeté ton dévolu sur certaines thématiques. Voilà, donc merci de nous rejoindre. Donc je vais procéder à l'appel avec quelques absences ce soir, donc absences qui seront excusées bien entendu, et avec des pouvoirs qui ont été donnés à des collègues présents. Donc Jacques Lucas, présent. Annie Parent, présente. Christian Cossec, présent. Martine Laurin, présent. Philippe Collet, oui. Valérie Busson, présent. Thierry Pennec, présent. Camille Péché, Michel Guezet, Nadine Calvez, oui. Hervé Lenné, oui. Angélique Ferreira, Anne-Laure Tanier-Ferrès, Quentin Tiercelin, oui. Rina Rosieff est absente, a donné procuration à Camille Péché, Germain Delalande, Nadia Marquet, absente, excusée, donne procuration à Blandine Coquelin, Roland Carreau, Françoise Catherine, absente, excusée, donne procuration à Madame Luxin, Catherine, François Saint-James, Fabienne Moilic, absente, excusée, donne procuration à Madame Tanier-Ferrès, Bertrand Claveau, Catherine Luxin. Catherine n'est pas encore là. Bon, on va attendre qu'elle nous rejoigne. Maurice Lenné, Bernard Talamy, Blandine Coquelin, Jacques Tholon, Guénel Huette, Caroline Marie, Jean-Paul Ranchin, Régine Jonchère, Christophe Jardin. Alors Stéphanie Louchard est absente, excusée, a donné le pouvoir à Caroline Marie et Laurence Tirard. Voilà, donc nous avons largement le quorum et nous allons donc pouvoir commencer notre séance de conseil municipal. Donc ce soir, nous n'avons ni condoléances ni félicitations à adresser aux membres des services, aux agents des services, ni même aux membres de cette assemblée municipale. Donc je passe directement au premier point de l'ordre du jour, donc, qui porte sur l'adoption du compte-rendu de la séance du 31 mai 2021. Je m'adresse donc à vous afin de savoir si vous avez besoin de vous exprimer sur ce compte-rendu, savoir si vous jugez utile d'y apporter quelques modifications, quelques précisions. Personne ne souhaite s'exprimer sur ce compte-rendu, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Pas de vote contre ? Des abstentions peut-être ? Pas d'abstention, donc unanimité. Je vous remercie. Ah, j'ai oublié, effectivement, veuillez m'excuser, de désigner le secrétaire de séance. Et dans l'ordre du tableau, il faut juste que je retrouve la feuille.
Nous avons donc François Saint-James. François, vas-tu te rapprocher de moi de façon à assurer ce secrétariat? Donc tu prendras note du résultat du vote, du premier vote de l'Assemblée. Donc le temps que François s'installe, nous allons pouvoir aborder le deuxième point de l'ordre du jour. Donc c'est un point qui porte sur notre budget principal 2021 avec des admissions en non-valeur. Et là, je laisse la parole à notre adjoint en charge des finances, Philippe Collet. Oui, merci David. Donc on va parler d'admission en non-valeur et ensuite de créances éteintes. Alors vu l'état de produits recouvrables tressés par le trésorier receveur de la ville d'Avranches et portant sur les exercices 2013, 2016, 2017, 2018 et 2019, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article R 2342-4, considérant que toutes les opérations visant à recouvrir ces créances ont été diligentées par le trésorier receveur de la ville d'Avranches dans les délais légaux et réglementaires, considérant qu'il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l'objet d'un recouvrement du fait de l'insolvabilité des débiteurs, considérant dans un souci de bonne gestion qu'il est inutile de faire figurer un report de sommes qui ne pourront être recouvrées, après avis favorable de la Commission des finances, il vous est proposé, à vous, Conseil municipal, de la régularisation et d'admettre en non-valeur les sommes figurant sur l'état dressé par le trésorier, receveur de la ville d'Avranches, correspondant à des factures périscolaires, une occupation temporaire du domaine public et un loyer d'habitation. Et cette somme s'élève à 629,82 €. On peut peut-être trancher là-dessus, David ? Avant que je continue, on peut peut-être prendre une décision sur cette admission en non-valeur. Donc, y a-t-il des personnes qui veulent poser des questions? Personne, a priori, ne souhaite intervenir. Donc, tu veux qu'on passe au vote maintenant ou on peut faire les non-valeurs. D'accord. Hein. Donc, sur cette proposition d'admission en non-valeur, y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Aucune, donc unanimité? Merci Philippe, je te laisse continuer. Alors on va revenir maintenant sur les créances éteintes. Donc il y a eu aussi un avis favorable de la Commission des finances. Il vous est également proposé à vous, Conseil municipal, de procéder à la régularisation et d'admettre en créances éteintes les sommes figurant sur l'état dressé par le trésorier, receveur de la ville d'Avranches, correspondant à l'occupation temporaire du domaine public. Et cette somme s'élève à 896,92 €. Voilà. Merci Philippe. Y a-t-il davantage de questions concernant ce deuxième point de la question numéro 2? Ah ben, je constate que Catherine est arrivée. Bonsoir Catherine. Donc nous sommes au complet. Donc pas de questions. On peut passer au vote. Donc y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions. Pas davantage, donc je vous remercie pour cette unanimité. Nous allons pouvoir passer au point 3 de l'ordre du jour. Donc on va évoquer une question qui a trait à nos équipements sportifs, avec une opération de réhabilitation du terrain sportif Raymond Clouet. En fait, il s'agit surtout d'une demande de subvention au titre de l'aide aux équipements sportifs structurants d'intérêt régional auprès de la région Normandie, et au titre aussi du contrat de territoire. Donc il s'agit de revoir principalement le revêtement et l'éclairage de ce terrain de sport qui est une vocation footballistique que tout le monde connaît. Et le rapporteur de la question, c'est bien évidemment Christian Cossec. Donc alors j'ai pas coutume de commenter des questions d'ordre financier, mais là en l'occurrence, comme ça concerne un équipement sportif important de notre territoire, c'est le stade Raymond Clouet. Alors je ne sais pas si tout le monde le situe bien, c'est ce qu'on appelle le Synthé couramment, qui est face au lycée. Donc c'est un terrain qui nécessite... Comment ? Quelqu'un... Voilà, boulevard Pasteur, oui. Donc le terrain sportif Raymond Clouet nécessite une opération de réhabilitation, principalement sur le revêtement, donc là, ce qu'on appelle la moquette, le revêtement essentiellement. C'est un terrain qui a été mis en service en 2004, donc il a aujourd'hui 16 ans. Et en général, les terrains synthés sont donnés pour 12 à 15 ans, enfin autour de 12 ans, en fait, 10 à 12. Et donc là, il est bien rincé. C'est un terrain qui est utilisé
environ 6 heures par jour sur le temps scolaire, un peu moins sur le temps des vacances, mais donc c'est un terrain qui est très 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 utilisé. Et donc il nécessite aujourd'hui une remise à niveau. Donc ce projet s'inscrit à la fois dans un renforcement du rayonnement normand et plus particulièrement du Sud-Manche via l'attractivité sportive, le club de football, l'école de football du lycée Littré, mais pas seulement, il y a d'autres utilisateurs également, et dans l'aménagement équitable, équilibré et durable du territoire dans la mesure où le terrain synthétique est le seul existant public sur le bassin urbain avranchinais, pour 17 000 habitants. Cet équipement profite donc à plusieurs établissements scolaires et associations sportives. À ce titre, le lycée Littré, l'utilisant particulièrement pour sa section sportive scolaire, dont l'une est labellisée section d'excellence sportive depuis la rentrée, c'est la seule de la région Normandie. Cette labellisation est soutenue par la Ligue de football de Normandie, ayant récemment donné un avis favorable pour son attribution à la section de football du lycée Littré. Ce label est par ailleurs un label commun attribué de concert par le ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère de l'Éducation nationale. À titre d'information, la section sportive scolaire de football du lycée se compose d'une section de 60 joueurs de football, 20 par niveau, avec 3 niveaux, seconde, première et terminale, et d'une section de 10 arbitres, qui est encore plus rare que la section football. Ces sections ont été constituées par l'établissement scolaire sur dossier après réception de 150 candidatures. Donc il y a eu une évolution en fait des sections sportives là, depuis 3 ans maintenant. Et donc il y a les sections sportives courantes et les sections sportives d'excellence. Et celle-ci a été retenue parmi les excellences. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour le coup, parce que ça permet de maintenir le niveau de cette section sportive. Donc il s'agit aussi de conforter la mise à disposition d'un équipement vieillissant auprès de la population du bassin avranchinais via les assos sportives et les établissements scolaires, quelles que soient les générations. Alors une U10, U19, vétérans, etc. Tout en favorisant le lien social à travers les entraînements, les matchs ou rencontres sportives et la promotion de l'activité sportive. Alors ce terrain va être un peu moins utilisé par le club, par l'USA notamment parce que l'USA a créé son propre terrain synthétique à la plaine de jeu de Saint-Martin. Donc il s'agira aussi dans l'utilisation de le mettre à disposition probablement des scolaires, des petits, des primaires par exemple, parce qu'il n'y a pas de lieu d'évolution par temps incertain, comme on peut l'avoir encore aujourd'hui. Il n'y a pas de lieu d'évolution qui soit vraiment confortable. Sinon, on évite soit le terrain d'honneur, mais qui est peu praticable, qui n'est pas praticable en dehors des temps de compétition, par souci de le maintenir en très bon état. Et l'annexe qui est souvent assez pleine d'eau, ce sont les mares. Et souvent dès la Toussaint ou dès le mois de novembre, le terrain devient quasiment impraticable jusqu'à février, enfin jusqu'à mars, souvent. Donc voilà, l'idée c'est d'élargir l'utilisation de ce terrain-là et d'amener d'autres clubs à l'utiliser. Le coût des travaux est estimé à 450 000 € hors taxes selon le plan de financement suivant. Donc en dépenses hors taxes, donc maîtrise d'œuvre 0, travaux 450 000, les recettes, alors c'est ce qui amène cette délibération. Les recettes région 20%, 90 000, contrat de territoire 20%, 90 000, autofinancement 60%, 270 000. Donc ce qui nous fait un total de 450 000 €. Après avis favorable de la commission des finances, il est donc proposé au conseil municipal de solliciter auprès de la région Normandie une demande de subvention au titre de l'aide aux équipements sportifs structurants d'intérêt régional et auprès de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie l'inscription du dit projet au contrat de territoire. S'il y a des questions. Monsieur Huette. Oui, c'est une bonne chose que de refaire ce terrain synthétique qui a déjà effectivement 15 ans ou 16 ans et qui a rendu beaucoup de services depuis 2004. Je rappelle qu'il avait remplacé à l'époque un terrain stabilisé qui était gorgé d'eau à chaque fois qu'il pleuvait un petit peu. Donc c'est vraiment une bonne chose que de le refaire parce qu'il arrive en fin de vie. Je rappelle d'ailleurs qu'il avait été inauguré, ce terrain synthétique, par l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de football, Aimé Jacquet. C'était pas rien à l'époque. J'ai fait une remarque en commission des finances, 2 remarques que je vais refaire. D'abord le coût, je m'en réjouis parce que à l'époque, un terrain synthétique coûtait 1 million d'euros. Les prix ont beaucoup baissé, mais ça c'est la loi du nombre. Ça vaut pour tous les secteurs de l'économie. Plus un produit
est fabriqué en grand nombre, moins il coûte cher, mais c'était à l'époque un très lourd investissement. Mais le chiffre que l'on a ce soir n'est pas celui que l'on a eu en commission des finances. Alors, c'est pas dramatique, hein, mais on nous avait parlé de 375 000 euros, ouais. C'est 450 000 euros, donc c'est la première remarque. Et la seconde remarque que je voudrais faire, c'est que, même si j'ai obtenu une réponse, mais qui ne me satisfait pas totalement, mais la ville n'en est pas responsable, je regrette que la Fédération française de football, qui est une fédération riche, n'apporte pas sa contribution à ce terrain synthétique, alors qu'elle l'avait fait en 2004 en utilisant ce que l'on appelait à l'époque le fonds Sastre, c'est-à-dire les bénéfices tirés de la Coupe du Monde de football de 1998, qui, comme chacun sait, avait été organisée en France. Voilà, alors je crois que la demande a été faite, je suis même sûr qu'elle a été faite, puisqu'on me l'a dit, je n'ai pas de raison d'en douter, mais peut-être serait-il opportun de relancer la Fédération française de football, parce que si elle pouvait donner ne serait-ce que 40 000 ou 50 000 euros, c'est quand même un terrain qui va être utilisé par des footballeurs, et je crois que la Fédération française de football pourrait peut-être faire ce petit effort. Merci de ces précisions. Christian, oui. Est-ce que tu as des éléments complémentaires? Peut-être oui. Philippe Collet aussi? Oui, je vais prendre la parole si tu veux, Christian, et si tu vas pouvoir... Voilà, hein, sur la question financière. Sur la question financière, voilà. Alors, vous aviez raison. Le montant que je vous ai indiqué à la Commission des finances était 375 000 euros. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le montant qui m'avait été donné au départ, c'était 450 000. J'ai pensé que c'était TTC. Or, vous savez comme moi qu'on va chercher les subventions sur du hors-taxe. Et donc, systématiquement, j'ai retraduit dans ma tête en croyant que c'était un montant TTC. Je l'ai retraduit en hors-taxe. J'ai donc fait mettre 375 000. Mais en réalité, il s'agit bien du montant de 450 000, qui est un montant hors-taxe. Voilà ce que je voulais vous dire sur le point numéro 1. Sur le deuxième point... Oui, sur la question du coût, effectivement, ça a baissé parce que les terrains synthétiques ont des vertus. Alors, tout le monde ne les apprécie pas forcément, mais je pense que c'est une vertu de pouvoir être utilisé jusqu'à quasiment une trentaine d'heures par semaine, hein, quasiment. Là où un terrain herbeux est donné pour, en principe, 6 à 7 heures, souvent utilisé un peu plus, autour de 10 heures. Donc, on voit bien que l'investissement d'un terrain synthé est plus important que celui d'un terrain herbeux. Et en même temps, si on ramène le coût à l'usage, à l'heure d'utilisation, pour le coup, ça devient un coût inférieur en fait, à celui d'un terrain d'herbe, hein, qui est moins utilisable. Donc moi, je pense que c'est la bonne idée, hein, de se lancer sur un terrain synthé à un moment où il n'y en avait pas quand même beaucoup. Et donc je pense que c'était une bonne initiative. Et donc l'idée, c'est de continuer et puis de remettre en place ce terrain. Alors s'il est moins cher aussi, c'est parce qu'on ne reterrasse pas le terrain en fait. On remplace simplement la moquette, c'est un coût considérable quand même, mais on remplace la moquette. Et puis l'éclairage, hein, parce que l'éclairage, il manque sans doute 2 mètres, hein, sur chacun des mâts pour que l'éclairage central du terrain soit à peu près convenable. Alors, toutes les prises de luxe, hein, qui sont faites sur ce terrain montre que la partie centrale, hein, est un peu sombre, et c'est vrai quand on y va en pleine nuit, l'hiver, enfin en pleine nuit, quand ça joue l'hiver avec l'éclairage et en pleine nuit, c'est vrai que le centre du terrain est quand même un peu sombre. Voilà, donc c'est forcément moins cher qu'une création de terrain, parce que c'est une réfection et sans qu'il y ait le terrassement à refaire. Annie, vas-y, allume ton micro. Oui. Alors, s'il vous plaît, mettez vos micros parce que les... Oui, alors là, Christian a précisé le point 1. Sur le point 2, alors nous avions fait, lorsqu'il s'agissait des vestiaires de Saint-Martin, appel à la Fédération de football pour avoir une subvention, ce qui aurait eu pour effet de diminuer l'autofinancement de la ville. Et on avait eu un accord, et au dernier moment, pour des raisons... diverses et variées, surtout liées à la période qu'on vient de vivre, on a essuyé un refus, mais oui, nous allons, je m'engage à refaire une demande à qui de droit pour essayer d'avoir une subvention. Oui, voilà. Mais pour l'instant, pour répondre, voilà, j'espère qu'on a répondu à vos 2 questions, Monsieur Huette. Monsieur Huette.
Oui, vous y avez très, très bien répondu. Je donne simplement des chiffres, mais c'est une attaque dirigée contre personne, et en tout cas pas contre la Fédération française de football, mais le budget du sport en France, le budget du ministère des Sports est de l'ordre de 400 millions d'euros. Le budget de la Fédération française de football et de la Ligue de football est d'environ 1 milliard d'euros. Voilà. Ce qui veut dire que le football bénéficie de financement, pour lui seul, 2 fois supérieur à l'ensemble des crédits votés par le Parlement sur une année en matière sportive. Voilà, je crois qu'il faut avoir ces chiffres-là en tête. Alors, c'est pas du tout de l'anti-football, j'adore ce sport, mais peut-être que la Fédération française de football pourrait quand même faire un petit effort pour ce terrain synthétique. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques avant que l'on passe au vote ? C'est bon, c'est clair pour vous tous. Donc je vous propose d'émettre un avis concernant cette demande de subvention, donc au titre de l'aide aux équipements sportifs structurants d'intérêt régional auprès de la région Normandie dans le cadre du contrat de territoire. Et donc il est bien établi que cette demande de subvention porte à la fois sur la réhabilitation du revêtement de ce terrain et aussi l'amélioration de l'éclairage. Y a-t-il des votes contre ? Pas de vote contre ? Des abstentions peut-être ? Pas davantage, donc unanimité. Je vous remercie. On va rester dans la thématique footballistique avec cette question numéro 4 qui porte sur une demande de l'Union sportive Avranches-Mont-Saint-Michel, donc l'US Avranches-Mont-Saint-Michel. Donc c'est une demande d'annulation des loyers pour l'année 2020 et 2021. Donc loyers qui sont liés à ce bail amphithéotique que nous avons signé il y a maintenant ça fera presque 2 ans avec le club concernant les terrains situés sur la commune de Saint-Martin-des-Champs, sur cette zone qu'on appelle la plaine de jeu. Et le rapporteur de cette question, c'est Philippe Collet. Merci. Alors, l'Union sportive Avranches-Mont-Saint-Michel a souhaité développer ses activités sportives au niveau de la plaine de jeu du Rocher à Saint-Martin-des-Champs. Par délibération en date du 16 décembre 2019, le conseil municipal a accepté la signature d'un bail amphithéotique portant sur la location d'un ensemble de terrains d'une superficie totale de 6 hectares 87 arts 54 centiares, lequel a pris effet au 1er janvier 2020 pour une durée de 18 ans et moyennant un loyer annuel de 3 500 €, payable à terme échu et revisable annuellement en fonction des variations de l'indice de référence des loyers publiés par l'INSEE, l'indice de départ étant celui du premier trimestre 2020. Considérant la crise sanitaire en cours qui a amené le gouvernement et le Parlement à prendre des dispositions réglementaires exceptionnelles, considérant les conséquences sociales et économiques engendrées par des mesures de confinement liées à l'état d'urgence sanitaire, considérant la demande d'annulation des loyers 2020 et 2021 reçue le 25 mai dernier et adressée à la mairie d'Avranches par le président de l'Union sportive Avranches-Mont-Saint-Michel, considérant qu'il appartient au conseil municipal de statuer sur cette situation, après avis favorable de la commission des finances, il vous est proposé d'accepter l'annulation du loyer 2020 relatif au bail amphithéotique en vigueur pour un montant de 3 500 et de surseoir à celui de 2021 relatif au même bail amphithéotique en vigueur au début de l'année 2022. Voilà. Merci. Y a-t-il des réactions concernant cette demande ? Pas d'intervention ? Besoin de préciser les choses. Je ne sais pas, Christian, si tu as quelque chose à dire, parce qu'on est aussi sur une question qui est éminemment sportive. Non, c'est bon. Donc nous passons au vote. Donc, sur cette proposition, y a-t-il des personnes qui s'opposent ? Pas d'opposition, abstention peut-être ? Pas d'abstention, donc unanimité. Écoutez, je vous remercie. Le point suivant, donc c'est le point numéro 5, porte sur la question des mobilités actives et plus particulièrement sur un appel à projet aménagement cyclable avec une demande de subvention formulée auprès de l'État. Et c'est là encore Philippe qui rapporte. Il y aura sans doute des compléments apportés par Germain Lalande, à moins que ce soit Germain qui rapporte. Comment vous êtes organisé ? Comme tu veux, Germain. Tu peux prendre la parole si tu souhaites. Allez, ça va permettre de faire une pause.
souffler un peu. Monsieur Collet, maire adjoint délégué aux finances et à la commande publique, a rappelé aux membres de la commission des finances la délibération numéro 2021-05-3103 en date du 31 mai 2021 relative à l'appel à projet Avélo 2, dossier notifié à l'ADEME le 17 juin dernier, dans le cadre du projet de réalisation d'un schéma directeur vélo sur le territoire communal. Monsieur Collet a informé les membres de la commission que la préfecture de la Manche, par courrier en date du 10 juin 2021, informe la ville d'Avranches de la mise en place d'un fonds mobilité active, appel à projet aménagement cyclable. Ce fonds, doté de 350 millions d'euros sur 7 ans, a pour objectif de soutenir, accélérer et amplifier les projets de création d'axes cyclables au sein des collectivités, afin de garantir le meilleur taux de cofinancement sur ce dossier. Donc, après avis favorable de la Commission des finances, il sera proposé au Conseil municipal de solliciter auprès de l'État le fonds de mobilité active, l'appel à projet aménagement cyclable, dans le cadre du schéma directeur vélo à mettre en œuvre sur le territoire communal. Merci Germain. Y a-t-il besoin de compléments d'information concernant cette demande de subvention? Non, c'est clair pour vous tous? On passe au vote. Bien, écoutez, y a-t-il des personnes qui sont contre cette proposition de demande de subvention? Pas de vote contre. Des abstentions peut-être? Pas davantage, donc une unanimité. Je vous remercie. La question suivante, donc c'est la question numéro 6, porte sur ce vaste chantier de rénovation de la basilique Saint-Gervais avec une demande de subvention que nous pourrions formuler auprès de la DRAC, donc Direction régionale des affaires culturelles. Et c'est Philippe Collet qui est censé être rapporteur. Voilà, merci. Donc, j'ai rappelé aux membres de la commission l'opération rénovation de la basilique Saint-Gervais, qui a fait l'objet d'une autorisation de programme d'un montant de 1 million, votée le 22 mars 2021. Pour mémoire, un diagnostic réalisé en 2019 a permis de fixer plusieurs priorités dans le processus de rénovation. Une première tranche, elle-même divisée en 3 phases, consistera à une rénovation des extérieurs de l'édifice afin d'en assurer l'étanchéité. En effet, de nombreux problèmes d'infiltration d'humidité sont à l'origine des désordres constatés à l'intérieur. Ainsi, l'évacuation des eaux pluviales, la reprise des joints montés au ciment, la reprise des embases de baies sont prévus. Ces travaux devront être coordonnés avec l'opération de réhabilitation du quartier Saint-Gervais, principalement la place Saint-Anselme. Aussi, la première phase qui pourra être menée en 2022 correspondra à la phase nord de l'édifice, chœur dont circata, transept et nef. Alors, vous avez reçu le plan, on vous dit c'est la phase en orange sur le plan annexé avec le compte-rendu de la Commission des finances. Alors, tout ça, c'est pour un montant de 414 091,04 hors taxe, hors honoraire. Donc voilà, juste une précision, ça veut dire que sans doute en septembre, on reverra les autorisations de programme. Ça, c'était une petite information complémentaire. Donc voilà, j'en arrive à la conclusion. Après avis favorable de la Commission des finances, il vous est proposé à vous, conseil municipal, de solliciter l'aide financière de la DRAC pour contribuer à la rénovation de la basilique Saint-Gervais au montant le plus élevé possible. Voilà. Merci Philippe. Y a-t-il des questions concernant ce point? D'autres questions? Madame Jonchère. Merci, Monsieur le Président. Peut-on avoir quelques petites précisions? Donc, effectivement, c'était 200 000 par an. Donc, là, 400 000, ça veut dire que c'est 2 années, 2021-2022, qui vont concourir pour les travaux. Quand vont débuter ces travaux? A-t-on déjà un échéancier? Savoir si c'est en 2021, 22, 23. Donc, d'autre part, au niveau de... on est bien d'accord, ce qui incombe là dans la première phase de travaux, c'est bien l'extérieur et non pas l'intérieur. Lorsqu'on parle de la circata, c'est bien la partie extérieure qui va être revue et transformée, améliorée, mais pas l'intérieur. Et à ce titre-là, j'aimerais savoir quelles sont les relations avec l'association Saint-Aubert qui... de façon tout à fait légitime et intéressante, se propose d'améliorer une partie de cet édifice.
Écoutez, vous avez tout résumé dans votre question. En effet, vous avez 400 000 € inscrits qui correspondent à 2 exercices budgétaires, ce qui va nous permettre d'engager les travaux sans doute à compter de la fin de cette année. Alors, tout reste à préciser puisque vous avez compris que ces travaux de rénovation extérieure de la basilique vont devoir coïncider et dialoguer avec les travaux de rénovation de la place Saint-Anselme elle-même. Donc il faudra pouvoir articuler les deux chantiers. Et ce travail de programmation est en cours d'affinage, si je puis dire, entre l'architecte du patrimoine qui va suivre les travaux de rénovation de la basilique et le cabinet qui nous assiste sur la rénovation de la place. Donc tout est en train de se caler pour parler de manière relativement claire. Concernant la Circata, en effet, il s'agit bien ici d'en assurer la rénovation extérieure, puisque un des problèmes que rencontre cette basilique, c'est d'une part qu'elle est construite dans une zone relativement humide, avec de nombreuses sources souterraines, qui permettent d'ailleurs d'alimenter la fameuse fontaine que nous avions aménagée en 2014, et que ces remontées capillaires sont assez problématiques, puisqu'elles ressurgissent à l'intérieur de l'édifice du fait des joints en ciment. Donc on va décrouter l'édifice de ces joints en ciment pour refaire un enduit poreux qui permette une meilleure circulation de l'humidité. Un, deux. Non, ça marche pas mieux. Avant d'entamer les travaux de rénovation intérieure. Sur les relations, sur la relation avec l'association Saint-Aubert, je crois que la meilleure personne pour en parler, c'est bien François Saint-James, qui est vice-président de l'association, qui va nous faire un point sur ses relations avec l'association et sur les projets de l'association. Voilà. Alors effectivement, je suis vice-président de l'association Saint-Aubert et nous avons, vous le savez, vous vous en rappelez peut-être, Madame Jonchère, signé un partenariat avec la Fondation du patrimoine pour que notre association puisse collecter des fonds qui seront fléchés sur cette chapelle. Donc Arnaud Paquin a effectivement fait un diagnostic important. Il reste qu'il y a des choses à voir au niveau du décor de la chapelle, mais le but de l'association est de collecter des fonds en priorité pour la chapelle et sa décoration. Donc voilà, donc l'association doit œuvrer pour cette collecte de fonds. Bien évidemment, la ville d'Avranches participera sur d'autres opérations à l'amélioration intérieure, mais pour l'instant, priorité au traitement de l'épiderme extérieur de l'église. Je pense que lorsque l'opération de travail sur l'extérieur de l'église commencera, la population sera totalement sensibilisée finalement à ce vaste projet de restauration, et alors l'association pourra plus aisément communiquer avec la ville sur les levées de fonds qui sont nécessaires. Pour l'instant, tant que rien ne démarre véritablement, c'est difficile de susciter l'engouement autour du projet. C'est en avançant qu'on pourra, j'espère, embarquer un maximum de souscripteurs. François. Oui, une chose qui me paraît évidente, elle l'est pour tout le monde, mais on ne pourra envisager une réfection des enduits intérieurs de la polychromie qu'une fois les murs totalement assainis, ce qui va nécessiter, malheureusement, quelques années. On le sait, l'humidité qui est présente dans les maçonneries, et par capillarité, tant par le sol qu'à l'occasion des grandes pluies qui tombent sur les murs, les joints en ciment bloquent cette humidité, il va falloir qu'elle s'évacue. Donc on ne pourra procéder au décor, à la polychromie, à la réfection des enduits, qu'à l'issue des travaux extérieurs et après un temps évident de séchage des maçonneries. Alors, ce que l'on appelle les calendes grecques, peut-être, non? Non, puisque l'architecture est... Vous nous annoncez quand même un temps relativement, non pas proche, mais plutôt lointain. La preuve que non, puisque nous procédons aujourd'hui voilà, on commence.
au début d'une démarche administrative indispensable. On ne peut pas se passer de l'accord de la DRAC. Alors, tout est toujours très relatif. Enfin, si Oui, on revient à l'histoire de l'Église, je pense que Oui. on peut rapidement prendre conscience que cet édifice dont les travaux ont commencé en 1843 se sont achevés en 1897. Je pense que le temps a été encore plus long à cette époque que de nos jours. L'idée est bien de pouvoir consommer des crédits chaque année à hauteur de 200 000 euros au moins. Je pense qu'on sera même un peu au-delà. Je rappelle qu'un comité de pilotage a été institué avec pour pilote parmi les techniciens de la ville Bérangère Géant, qui est la directrice du service des musées du patrimoine. Ce comité de pilotage est là pour valider les travaux. D'ailleurs, dans le comité de pilotage, il y a aussi l'association Saint-Aubert qui est présente. Donc toute la procédure est suivie en toute transparence par beaucoup de personnes. Je rappelle aussi qu'on a signé un APCP en mars. On a voté un APCP en mars. Donc les choses avancent, même si, et ça c'est malheureusement un élément de contexte que nous n'avions pas prévu il y a quelques mois, avec la complexité du contexte économique que connaissent les entreprises, notamment dans le domaine du bâtiment, on est peut-être en droit de craindre quelques hausses de coûts initialement estimées et peut-être quelques retards liés à l'approvisionnement des chantiers. Bon, on espère que ce ne sera pas le cas, mais malgré tout, il faut admettre cette bulle d'incertitude qui pourrait en effet faire varier le temps, le déroulé de ce chantier tel que nous l'avions envisagé au début. Voilà, en tout cas on pourra faire un point régulier sur le déroulement du chantier. Pour l'instant les choses avancent de manière tout à fait honnête, l'architecte est notifié et nous allons pouvoir lancer les dossiers de consultation des entreprises pour notification en espérant que tous les lots soient rapidement pourvus. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? A priori, je ne vois personne se manifester, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre sur cette question numéro 6? Pas de vote contre? Des abstentions peut-être? Pas d'abstention? Mais écoutez, je vous remercie pour cette unanimité. On va évoquer à présent un point école. Donc, on aborde cette question assez récurrente qui porte sur les frais de fonctionnement des écoles privées au titre du forfait communal, et notamment la convention de contribution de la commune d'Avranches. C'est Annie Parent qui évoque ce point. Je laisse le dossier. Merci. Donc effectivement, nous allons parler convention entre la commune d'Avranches. Convention entre la commune et l'OGEC, donc l'organisme de gestion de l'enseignement catholique, en application du principe de parité entre l'enseignement public et l'enseignement privé, et sur le fondement de l'article L 442-5 du Code de l'éducation, les communes ont l'obligation de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes des écoles privées sous contrat d'association implantées dans leur commune dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Par délibération en date du 31 mai dernier, le Conseil municipal a fixé le montant de la participation de la ville aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association pour l'année scolaire 2020-2021 à 1 052 € par élève d'école maternelle et à 342 € par élève d'école élémentaire. À cet effet, il convient qu'une convention de contribution soit conclue entre la commune et l'OGEC des écoles privées Saint-Joseph et Sainte-Marie d'Avranches. La convention proposée a d'ores et déjà reçu un accueil favorable de l'OGEC. Donc après un avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de contribution pour une durée de 3 ans, révisable annuellement. Donc c'est très formel, mais il faut en passer par une délibération. Merci Annie. Y a-t-il des questions concernant ce point? Pas de questions? Pas de remarques? Eh bien, nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être? Il n'y en a pas davantage, donc unanimité sur cette question. Nous passons au point suivant, donc qui est le point numéro 8. Un point qui sera rapporté par Philippe Collet. Donc nous allons évoquer l'appui aux communes avec l'adhésion à un groupement de commandes donc pour une AMO, donc assistance à maîtrise d'ouvrage, qui est portée par la communauté d'agglomération.
Philippe, je te laisse la parole. Merci. Alors, la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie a approuvé lors du conseil communautaire du 15 avril dernier son PPI pour la période 2021-2026. Compte tenu des moyens humains contraints donc, de cette communauté d'agglo, il a été fait le choix de mettre en œuvre ce PPI en faisant appel pour une partie à un prestataire privé sur les volets techniques, juridiques et financiers des projets. Il s'agit de confier à ce prestataire la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation opérationnelle de bâtiments neufs ou en réhabilitation, de travaux d'aménagement ou la réalisation de services connexes à ces projets. L'objet des missions confiées au prestataire dans le cadre des marchés subséquents consistera également en la passation de mandats d'études destinés à confirmer la faisabilité, l'opportunité de certains projets de construction ou d'aménagement et d'en déterminer leurs contours et leurs modalités opérationnelles. Dans son objectif d'appui aux communes, il est apparu opportun à la communauté d'agglo d'ouvrir la possibilité à ces communes membres de bénéficier de ces prestations au travers d'une convention de groupement de commandes, étant précisé que ce dispositif n'est envisageable que pour des projets dont le coût unitaire est supérieur à 750 000 € hors taxes. Plusieurs communes ont manifesté leur intérêt pour ce groupement de commandes. Alors, la convention constitutive désigne la communauté d'agglomération comme coordonnateur du groupement. Celle-ci aura notamment pour rôle d'organiser la passation de l'accord cadre à marché subséquent, de la définition du besoin jusqu'à l'attribution du marché. Chaque partie s'engage à participer à l'organisation technique et administrative de la procédure de consultation, c'est-à-dire prendre connaissance et valider les documents de la consultation dans les délais fixés par le coordonnateur, de désigner un représentant élu pour intégrer la commission d'appel d'offres, de signer, notifier les marchés subséquents correspondant à ses besoins propres avec l'attributaire commun retenu par le coordinateur du groupement de commandes et d'assurer le paiement des prestations correspondantes. Chaque partie s'engage également à exécuter des marchés sous sa seule et entière responsabilité. Le coordonnateur est chargé au nom et pour le compte de chaque membre du groupement de signer l'accord cadre, de notifier l'accord cadre au candidat. Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurera de l'exécution de l'accord cadre et à cette fin procédera à la passation, à la signature, à la notification et à la gestion des marchés subséquents qui en découlent. Cette convention prendra effet après signature par l'ensemble des membres du groupement et prendra fin à l'achèvement de la procédure de passation de l'accord cadre mono-attributaire à marché subséquent. L'accord cadre à marché subséquent permet à l'acheteur de réaliser des prestations répétitives en organisant une seule procédure de mise en concurrence des fournisseurs potentiels et de bénéficier d'une réactivité accrue lors de la survenance de leurs besoins au prix déterminé par l'accord cadre. L'accord cadre à marché subséquent offre ainsi une certaine souplesse à l'acheteur dans la fixation de son contenu. L'accord cadre se décomposera en deux lots. Le lot 1, accord cadre de mandat de maîtrise d'ouvrage et services connexes. Lot 2, accord cadre de mandat d'études. La durée de l'accord cadre est fixée à 4 ans. Il est conclu sans minimum ni maximum. Après avis favorable de la Commission des finances, il vous est proposé d'autoriser la signature d'une convention de groupement de commandes pour la passation d'un accord cadre à marché subséquent dans le cadre de prestations, de mandats de maîtrise d'ouvrage, de services connexes et de mandats d'études, et selon les termes précités. Voilà. Merci Philippe. Y a-t-il des questions ou des remarques, Monsieur Huette ? Je comprends bien les motifs de cette proposition et j'y souscris pleinement. Je voulais simplement attirer votre attention sur la nécessité de bien surveiller ce type d'opération. C'est toute proportion gardée, un peu comme une délégation de service public. On a beaucoup d'exemples partout en France de délégations de services publics ou de partenariats publics-privés qui finissent sinon mal, du moins pas très bien. Voilà. Donc,
C'est une opération là, qui fait appel à des partenaires privés, et je crois que c'est une bonne solution, mais avec la véritable nécessité de toujours bien surveiller ce type d'opération. Alors bien évidemment, je vous rejoins complètement sur ce point de vue. Je crois qu'on essaie précisément, alors quand je dis on essaie, c'est la plupart des élus de la communauté d'agglomération, une immense majorité, nous-mêmes ici au sein de ce conseil municipal, de faire attention au type de dérive auquel vous faites allusion ce soir. Et je crois qu'au-delà de la proposition qui est faite ce soir, il y a la volonté de venir renforcer nos relations sur ces thématiques marché public, au sens large du terme, au sein du bloc local. Finalement, la ville d'Avranches est suffisamment outillée aujourd'hui pour avancer seule. Mais cet accord cadre que nous souhaitons mettre en œuvre au sein de ce bloc local a aussi vocation à venir épauler des communes plus fragiles en termes d'ingénierie, comme on dit aujourd'hui, qui pourraient, dans ce cadre, porter plus facilement leurs projets. Et puis, sur certains dossiers, j'ai pas peur de le dire, la ville d'Avranches a tout à gagner en renforçant ses relations avec la communauté d'agglomération. Voilà, c'est dans le sens de l'histoire, finalement, de nos collectivités, que de mutualiser au maximum ce type de relations. Et bien évidemment, à l'échelle communautaire et en lien avec les communes, il y a une équipe qui sera spécifiquement chargée de suivre de très près la mise en œuvre de cet accord cadre. À la fois sur le volet opérationnel, mais aussi sur le volet juridique. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questionnements? C'est clair pour tous? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre cette proposition? Pas de vote contre? Des abstentions peut-être? Pas davantage, mais écoutez, je vous remercie pour cette unanimité. Nous allons pouvoir passer au point 9. Donc, nous allons évoquer une modification de contrat relatif aux souscriptions des contrats d'assurance, notamment sur le lot numéro 2 qui porte sur les assurances des responsabilités et risques annexes. Et c'est encore Philippe Collet qui rapporte. Alors, oui, on parle bien d'un lot, c'est le lot 2. Assurance des responsabilités et risques annexes, c'est de la responsabilité civile. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code des assurances, vu le Code de la commande publique, vu le marché public conclu avec le groupement Paris Nord Assurance, qui est le mandataire, avec l'AREAS Dommages, qui est un groupement indépendant d'assurance mutuelle, et de la CFDP, qui est spécialisée dans les protections juridiques. La ville d'Avranches a souscrit des contrats d'assurance pour la responsabilité et risques annexes avec le... Je ne l'ai pas lu, ça, non? Je l'ai lu, ouais. Alors, le contrat a pris effet le 1er janvier 2020 pour une durée de 4 ans, avec la possibilité de résilier annuellement à la date anniversaire en respectant un préavis de 6 mois. La prime annuelle initialement prévue au contrat est de 6 343,91. Le taux, entre parenthèses, c'est 0,1389% TTC. Alors un taux comme ça isolé, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il s'applique sur l'assiette suivante, c'est la marge, c'est la masse salariale hors part patronale. La prime annuelle initialement prévue est de 6 343,91 pour la formule de base, à laquelle il s'ajoute 1618,14 de protection juridique. La compagnie AREAS Dommages a relevé des résultats techniques déficitaires. De ce fait, le montant total des sinistres réglés et prévisionné ne permet pas de maintenir le montant de la prime d'État. Une majoration de 5% du taux et de la prime pour la formule de base vont être appliquées. C'est 5% sur 6 343, ça fait 317 €. La commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 29 juin 2021 afin de proposer la modification du contrat numéro 1, a accepté l'augmentation de 5% du taux et de la prime pour la formule de base. Il vous est donc demandé d'accepter la modification du contrat relatif au contrat d'assurance, le lot 2, assurance de responsabilité et risque annexe, de 5% du taux
et de la prime pour la formule de base. Voilà. Voilà. Merci Philippe pour cet exposé. C'est très technique, mais on comprend bien les enjeux. Y a-t-il besoin de précision? Y a-t-il des questions complémentaires? Pas d'intervention? Bon, écoutez, passons au vote. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus, donc unanimité. Je vous remercie. On passe au point numéro 11. Donc on va aborder le chapitre ressources humaines. Alors c'est le point 10, j'ai une petite erreur sur mon enveloppe, sur ma pochette. Donc c'est un point RH. Je vais donc laisser la parole à Valérie Busson pour évoquer dans un premier temps la transformation de postes et notamment à l'occasion des promotions internes pour 2021. Oui, merci David. Je suis un tout petit peu ennuyée. J'ai pourtant vu Madame Dérault ce matin. J'ai oublié de lui demander confirmation définitive. En tout cas, je vais quand même énoncer cette question que l'on avait de toute façon décidé de laisser pour ce conseil. Excusez-moi, non mais c'est bon. C'est la même, c'est le même. Donc chaque année, la collectivité établit un tableau sur lequel sont inscrits des agents qui remplissent des conditions pour bénéficier d'une promotion interne dont les qualités professionnelles sont reconnues et dont les missions sont susceptibles d'évoluer. Ce travail, il est effectué en collaboration avec les chefs de service, la direction des ressources humaines, la direction générale, le maire et moi-même. Et ce tableau est ensuite soumis au centre de gestion dont nous attendions, j'ai envie de dire, avec impatience les décisions qui devaient être examinées fin juin. Alors, la semaine dernière, c'est pour ça que j'étais un tout petit peu embêtée, mais je ne pense pas qu'il y ait eu de modification, puisque du coup, nous sommes en juillet. Donc, sous réserve que l'avis soit favorable pour les nominations présentées, en fait, il n'y en a eu que 2 qui ont été favorables cette année. Et nous n'avons pas de moyens de juger et de revenir sur cette campagne de promotion interne en 2021. Donc, en fait, vous en avez 6 qui avaient été proposés, mais il n'y en a que 2. Qui ont obtenu avis favorable. Donc après avis favorable de la commission du personnel, eh bien, il vous est proposé ce soir au conseil municipal de créer les postes de promotion interne au 1er juillet 2021, de supprimer les postes d'origine à compter de la nomination des agents sur leur poste d'avancement et de modifier ainsi le tableau des effectifs. Annie, oui, tu veux... Je demandais si le tableau était affiné ou s'il y avait lieu de le dire ici ce soir ou si tu préférais attendre. Non, je préfère attendre éventuellement, mais de toute façon, voilà, j'ai une certitude mnésique sur un nom et pas sur l'autre, et je suis désolée, je suis pourtant allée aux ressources humaines ce matin, j'ai oublié de les noter, de les redemander, et j'étais très occupée cet après-midi, j'ai pas pu le faire. Christine Feugère me confirme que c'est bon. Hein. Pour 2. Oui. Okay. Donc on se prononce bien. Pour 2. Pour 2. Et pas pour 6. Très bien. Et on reviendra éventuellement sur la question. Pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Oui, c'est l'année prochaine. Bien, est-ce qu'il y a des questions, des remarques concernant cette proposition? Pas d'intervention? Bien, écoutez, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Bien, écoutez, unanimité, je vous remercie. On passe au deuxième point, ressources humaines. Donc on évoque la question du RIFZEP. Donc c'est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Oui. Alors, vous avez pu voir sur le document qui vous est proposé un très long énoncé pour lequel je vais essayer d'être un peu synthétique. Le RIFZEP, c'est donc un régime indemnitaire légal dont une délibération du 6 février 2017 a permis de le mettre en place pour se mettre en conformité avec les textes réglementaires concernant ce régime indemnitaire. Mais au fur et à mesure de l'évolution des choses, certains cadres d'emploi ne figuraient pas dans ce RIFZEP initialement. Ils ont été intégrés progressivement. Et donc, on vous propose ce soir cet ordre du jour pour permettre d'incorporer à la demande des syndicats ces cadres d'emploi
sachant que tout le monde est désormais incorporé dans ce RIFSEP, sauf les policiers municipaux qui restent des agents territoriaux. C'est une exception légale. Ils ont un régime spécifique de traitement indiciaire avec des primes. Et également les régisseurs qui ont une IFSE sur lequel je vais revenir régie, comme les gens des musées, des marchés, du FJT, du CCAS, etc. Voilà, donc ça concerne tout le monde. Donc ce RIFSEP, il se découpe, si je puis dire, en deux éléments. Une indemnité de fonction, suggestion et d'expertise, IFSE, qui est liée spécifiquement aux fonctions exercées par l'agent et à son activité, expérience professionnelle. Ça représente à peu près 80% de la somme globale fixée par la loi. Et puis, ce que l'on appelle le CIA, complément indemnitaire annuel, qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, qui, et là du coup je vous évite tous les tableaux en vous donnant ce petit résumé. Pour les cadres de catégorie A, le maximum est fixé à 2 500 €, et pour les catégories B et C, il est au maximum de ce que la loi encadre, et donc il a été regardé et considéré que c'était bénéfique pour tous. Donc voilà, je pense que je vais vous épargner, puisque vous aviez le document au préalable, la totalité des tableaux, les modalités d'attribution qui sont de toute façon, qui ont été longuement discutées avec les syndicats et que nous avons tous voté ensemble, y compris les modalités de maintien et de suppression pour les arrêts maladie ordinaires, en particulier l'IFSE suit le sort du traitement. Elle est maintenue intégralement pendant toute la durée du travail s'il s'agit d'un arrêt pour accident de travail, maladie professionnelle ou longue maladie, longue durée ou grave maladie. Voilà. Alors, juste encore en résumé, le principe pour le CIA, c'est bien sûr discuter avec les directeurs des services, c'est rediscuter dans un cadre plus général avec les élus, c'est versé annuellement, l'IFSE par contre est versé mensuellement. En plus bien sûr du traitement indiciaire, hein. Le RIFSEP ne vient évidemment pas remplacer le traitement indiciaire. Voilà, la date d'effet c'est le 1er septembre 2021. Il y a un chapitre sur l'IFSE Régie, donc effectivement, eux bénéficient, comme je vous l'ai dit, d'un régime particulier. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des précisions supplémentaires. Merci Valérie. Qui souhaite s'exprimer ? C'est clair pour tous ? Pas besoin de précision ? Bien, écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc un prix favorable Oui, il y a un avis favorable de la Commission. Voilà, du personnel. Il vous est proposé d'adopter la mise en place de ce régime indemnitaire en tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel tel qu'il est défini ci-dessus, à compter du 1er septembre 2021 pour les cadres d'emploi cités. Merci Valérie. Donc y a-t-il des votes contre ? Pas de vote contre, des abstentions peut-être ? Non plus. Eh bien écoutez, unanimité. Donc on peut passer au point suivant, c'est le point 12, qui porte sur le renouvellement de postes temporaires dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité. Oui, alors une question déjà évoquée à plusieurs reprises. Il vous est proposé de renouveler 2 postes temporaires. Une pour lequel on pense à des missions d'entretien de locaux et de participation à des manifestations communales. Toujours dans le même cas, vous savez, dans le cadre des conditions sanitaires, quand il s'agit de l'entretien des locaux, les manifestations communales, parce que l'été nous invite à penser que certaines manifestations vont pouvoir se dérouler. Et puis pour le service scolarité, l'encadrement d'enfants sur des temps périscolaires, un entretien de locaux, une participation au service de restauration et au TAP.
Comme ces postes existent déjà, il n'y a pas d'impact supplémentaire sur la masse salariale et les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité au chapitre 012 qui concerne les charges du personnel. Donc après avis favorable de la commission du personnel, il vous est proposé à vous, conseil municipal, de renouveler ces postes temporaires dans les conditions ci-dessus évoquées dans les tableaux et d'en modifier le tableau des effectifs. Merci Valérie. Y a-t-il des questions, des remarques? Toujours pas. Eh bien, nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre? Pas de vote contre. Des abstentions? Pas davantage. Donc, unanimité. Le point suivant, Valérie, donc renouvellement de poste temporaire dans le cadre du CUI 7 heures réservé aux bénéficiaires du RSA. Oui, là encore une question déjà évoquée et renouvelée ce soir que vous connaissez bien. Dans le cadre de sa politique d'insertion, la ville a recruté des bénéficiaires du RSA par le biais de contrats aidés de 7 heures par semaine pour une durée de 6 mois renouvelable. L'objectif, bien sûr, de ces contrats est toujours de construire un parcours progressif de retour vers l'emploi pour des personnes qui sont en général très éloignées du monde du travail. Et ce dispositif fait l'objet d'une prise en charge à hauteur de 95% par le département. Comme le bilan de ces postes a été positif aussi bien pour les services que pour les personnes recrutées, il est proposé de renouveler ces postes en contrat aidé, réservés donc aux bénéficiaires du RSA tels que présentés dans le tableau, donc aux affaires scolaires, à la commune déléguée. La rémunération est basée sur le SMIC horaire, ces postes existent déjà, donc pas d'impact supplémentaire sur la masse salariale et les crédits nécessaires inscrits au budget de la collectivité au chapitre 12, charges du personnel. Après avis favorable de la commission du personnel, il vous est proposé à vous, conseil municipal, de renouveler ces postes temporaires dans les conditions ci-dessus décrites et de modifier ainsi le tableau des effectifs. Bien. Y a-t-il des personnes qui souhaitent s'exprimer? Personne. Bien. Écoutez, nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus, donc question adoptée à l'unanimité. On reste sur les renouvellements de postes temporaires et à présent on évoque la question des contrats aidés 20 heures. Oui, il s'agit ici un peu d'un jeu de chaises musicales, si je peux me permettre. L'un des contrats arrive à échéance d'1 an, mais peut être renouvelé pour une durée d'1 an. Un autre agent n'a pas souhaité renouveler son contrat au bout de 6 mois. Il faut donc renouveler ce poste. Et il est proposé de le renouveler de la manière dont elle vous est décrite dans le tableau que vous avez sous les yeux, si je puis dire. Ce sont 2 postes d'agents d'entretien, une sur la commune déléguée, l'autre pour l'entretien des locaux. La rémunération de ce poste est basée également sur le SMIC horaire. Les postes existent déjà, donc toujours pas d'impact supplémentaire sur la masse salariale. Et à nouveau, crédit nécessaire inscrit au budget de la collectivité au chapitre 12, charges du personnel. Après avis favorable de la commission du personnel, il vous est proposé à vous, conseil municipal, de renouveler ces postes temporaires dans les conditions que je viens de décrire et d'en modifier ainsi le tableau des effectifs. Merci Valérie. Y a-t-il des interventions? Aucune. Donc nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Pas davantage. Donc, question adoptée à l'unanimité. On passe à la question numéro 15. Donc là, il s'agit d'évoquer la création de postes permanents, notamment d'agents polyvalents des écoles au sein du service scolarité. Oui, alors donc cette fois, ce ne s'agit pas de renouvellement, mais bien de création. Il y a des postes qui sont occupés par des agents contractuels depuis plusieurs années et leurs besoins s'avèrent permanents. Il est donc intéressant de pouvoir pérenniser des situations sur 2 postes pour le service scolarité. Un agent polyvalent dans les écoles, 2 postes, excusez-moi, d'agents polyvalents dans les écoles. Voilà, excusez-moi. Donc le coût de chacun de ces postes est à environ de 27 000 € par an. Ils existent déjà, donc pas d'impact à nouveau sur la masse salariale et les crédits sont inscrits comme pour les précédents, sur le budget de la collectivité au chapitre 12, charges du personnel. Et après avis favorable de la commission du personnel, il vous est proposé à vous, conseil municipal, de créer ces postes permanents dans les conditions que nous venons d'évoquer et d'en modifier ainsi le tableau des effectifs.
Avez-vous des questions ou des remarques? Personne ne souhaite s'exprimer, donc nous pouvons passer au vote. Y a-t-il des personnes qui s'opposent à cette proposition? Personne. Des abstentions peut-être? Pas d'abstention, donc unanimité. Nous passons donc à la question 16 qui porte sur la création de postes permanents. Cette fois-ci, on évoque des agents d'accueil, un agent d'accueil et de gestion administrative, agent chargé du secrétariat du pôle service au territoire et aménagement de l'espace. Oui. Là encore, comme pour la question précédente, il s'agit de pérenniser des situations actuelles et de donner de la lisibilité au futur fonctionnement de notre administration. Il est donc proposé de créer des postes permanents suivants. Donc, pour le secrétariat du pôle service au territoire et aménagement de l'espace, aide notamment à l'instruction des documents d'urbanisme, le poste est occupé par un agent contractuel présent depuis plusieurs mois. Le besoin s'avère permanent. Et pour l'accueil et la gestion administrative, assurer les remplacements sur les 3 sites d'accueil durant les congés des agents, donc à Saint-Martin-des-Champs, à la mairie et à l'état civil, sur le site du Carreau, pour préparer un peu en amont un départ en retraite l'année prochaine. Le poste est actuellement occupé occasionnellement par un agent contractuel remplaçant en cas de besoin. Donc, en fait, voilà, il y a ces 2 postes, dont le coût pour chacun est d'environ 27 000 € par an. Les emplois sont partiellement occupés par des contractuels remplaçants. Donc, cette fois, masse salariale peu impactée. Des crédits nécessaires ont été inscrits au budget de la collectivité au chapitre 12, charges du personnel, comme pour les précédents. Après avis favorable de la commission du personnel, il est donc proposé au conseil municipal de créer ces postes permanents dans les conditions évoquées et de modifier ainsi le tableau des effectifs. Merci Valérie. Y a-t-il une question concernant ce point? Une ou des questions? Bon, là c'est vrai que c'est un poste, tous les postes au sein de la commune sont stratégiques, mais celui-ci est vraiment très important puisqu'il s'agit vraiment d'incarner l'accueil physique et l'accueil même téléphonique au sein de l'administration municipale. Il se trouve qu'on a une personne qui est tout à fait formée désormais et motivée pour endosser cette responsabilité. Donc là, il s'agit d'enfoncer le clou en créant ce poste de manière claire. Tout à fait. Y a-t-il des interventions? Personne ne souhaite s'exprimer, donc nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre? Pas de vote contre, des abstentions non plus, donc unanimité sur ce point numéro 16. On passe à la question 17, qui porte sur la création d'un poste temporaire. Donc là, c'est un conseiller numérique au sein du centre social. Oui, je vais rapidement juste vous lire la présentation et puis donner la parole à Monsieur Pennec ensuite. Donc, dans le cadre du plan de relance, l'État consacre environ 200 millions d'euros à la création de 4000 postes de conseillers numériques, dont l'objectif est de permettre d'offrir à la population des dispositifs d'accompagnement individuels et ou collectifs pour favoriser leur montée en compétences numériques. En ce sens, un premier appel à manifestation d'intérêt à destination des collectivités a été initié en 2020, en novembre, auquel la commune nouvelle et la communauté d'agglomération ont souhaité déposer une candidature et elle a été retenue. En se déclarant volontaire pour accueillir un ou plusieurs conseillers numériques, la collectivité bénéficie de l'assurance d'un soutien financier et c'est pour le mieux quand même 50 000 € pour un poste sur 24 mois et d'une prise en charge à 100% des frais de formation initiale et ou continue sur la base d'une formation certifiante obligatoire. Donc il est proposé de créer ce poste temporaire de conseiller numérique dont les missions seraient de... Je vais laisser Thierry parler des missions. Poste à temps complet pour une durée d'1 an à partir du 1er septembre, renouvelable 1 an puisque le dispositif peut permettre que ça soit maintenu pendant 2 ans. Le traitement est calculé ou serait calculé sur la base de la grille indiciaire des animateurs catégorie B. Et le coût du poste est d'environ 28 000 € annuels, mais la collectivité bénéficierait donc de cette subvention de 50 000 € pour 2 ans, soit un reste à charge environ de 6 000 € pour 2 ans, remboursé par la communauté d'agglomération.
Donc le coût pour nous serait nul. Mais avant de vous demander l'avis favorable, je passe la parole à Thierry Pennec. Oui, donc le centre social s'est positionné sur cet appel à manifestation d'intérêt assez rapidement. C'est quelque chose qui correspond bien au projet global du centre social. Ce n'est pas un effet d'aubaine dont on se cherche à se saisir, mais c'est bien un travail de fond. Et donc le poste, je vais vous le décrire, il est assez clair. On voit bien l'utilité qu'il va permettre de développer sur le territoire. Donc il sera donc proposé de créer un poste temporaire de conseiller numérique dont les missions seront les suivantes. Soutenir les usagers dans leurs usages quotidiens du numérique, donc travailler à distance, consulter un médecin, avoir un objet, acheter en ligne, etc. Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques, s'informer et apprendre à vérifier les sources, protéger ses données personnelles, maîtriser les réseaux sociaux, suivre la scolarité des enfants, participer à des visioconférences, rendre autonome pour réaliser des démarches administratives en ligne seul. Donc on voit bien l'intérêt de ce poste-là et l'intérêt qu'il a, notamment après la période qu'on a traversée où tous ces usages se développent et donc l'accompagnement est tout à fait pertinent. Donc, c'était présenté en commission des finances et après avis favorable de la commission du personnel, il sera proposé au conseil municipal de créer le poste dans les conditions ci-dessus, de modifier ainsi le tableau des effectifs et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à solliciter les aides et signer la convention ou tout document relatif à ce dispositif. Bien, merci Thierry et Valérie. Est-ce que c'est clair pour tous ? Donc on voit bien l'articulation de cette mission à la fois numérique mais qui investit très largement le champ social. Bien. Pas d'intervention ? Donc, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Pas de vote contre ? Des abstentions peut-être ? Pas davantage ? Donc je vous remercie pour cette unanimité. Avant-dernier point, ressources humaines. Donc on évoque la création d'un poste temporaire au sein du service voirie. Oui. Alors, à titre expérimental, le service Cébus va être proposé sur des créneaux plus importants à partir de septembre. Évidemment, ce projet impacte le service voirie, dont certains agents seront absents pour diverses raisons à cette période. Il y a des congés d'hiver, il y a des formations. Il est donc proposé de créer un poste temporaire sur la base de l'article nommé dans des conditions où un agent du service voirie travaillerait 35 heures pour un coût du poste à 8 800 € à partir du 1er septembre 2021 et pour une période de 4 mois. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité au chapitre 12 et donc après avis favorable de la commission du personnel, il vous est proposé à vous, conseil municipal, de créer le poste temporaire dans les conditions que je viens de vous décrire et de modifier ainsi le tableau des effectifs. Merci Valérie. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, des remarques ? Bon, écoutez, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Pas de vote contre, des abstentions ? Je n'en vois pas non plus, donc unanimité. Valérie, on te laisse rapporter le dernier point. Dernier point qui m'est cher, parce que on a déjà évoqué ces questions-là également. L'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 30 ans sans limite d'âge supérieure d'entrée en formation concernant les travailleurs handicapés cependant, d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité, de les mettre en application dans une entreprise, dans une administration. Et cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et par les qualifications qui sont requises par lui. Donc la collectivité, cette fois, souhaite proposer un contrat d'apprentissage pour un CAP paysagiste sur une durée de formation de 2 ans, avec une rémunération fixée à 27% du SMIC. Depuis la loi de transformation de la fonction publique, les collectivités doivent également supporter les coûts de formation qui s'élèvent pour celles-ci à 3 500 € par an, dont une partie sera prise en charge par le CNFPT. Le poste est actuellement déjà occupé par un apprenti dont le contrat arrive à échéance au 31 août, donc peu d'impact sur la masse salariale et les crédits nécessaires ont été inscrits pour tous les autres au chapitre 12 du budget de la collectivité.
Donc après avis favorable de la commission du personnel, il vous est proposé de créer le poste temporaire dans les conditions que je viens de vous décrire et de modifier ainsi le tableau des effectifs. Merci Valérie. Y a-t-il des questions sur cette dernière proposition ayant trait au personnel et donc aux ressources humaines? Personne ne souhaite intervenir, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Pas de vote contre. Des abstentions peut-être? Pas d'abstention, donc unanimité. Merci Valérie. On va aborder le chapitre patrimoine et culture. On va par conséquent laisser la parole à Annie Parent avec un premier point, c'est le point numéro 20, qui porte sur la reconduction d'un partenariat pour le dispositif Chèque Évasion 50. Tout à fait. Donc, dans le contexte de la crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de Covid-19, l'Attitude Manche et les offices de tourisme de la Manche ont mis en place en 2020 l'opération Chèque Évasion 50, à laquelle la ville d'Avranches s'est associée. Le principe était de donner du pouvoir d'achat aux touristes sous la forme de chèques cadeaux à faire consommer dans la Manche chez les prestataires de loisirs, restaurants, commerces, etc. Un reliquat de budget permet la reconduction de l'opération pour la saison 2021. Donc pour toute nuitée réservée dans un hébergement marchand de la Manche, le client recevra 10 ou 20 euros de chèque cadeau avec une offre limitée à 100 euros par famille. Après un avis favorable de la commission culture, il est proposé au conseil municipal de reconduire ce partenariat pour la saison 2021 et de signer la convention de partenariat entre la ville et l'Attitude Manche. Merci Annie. Bon, est-ce que tout le monde est au clair sur ce dispositif? Oui, apparemment, personne ne souhaite s'exprimer, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Pas de vote contre, des abstentions, pas d'avantage, donc unanimité. À présent, nous allons évoquer un autre dispositif, qui s'appelle Manche Amicale. Et c'est là aussi une convention de partenariat qu'il s'agit de renouveler. Oui, en fait, il y a une petite évolution. Donc, en 2011, une convention de partenariat a été établie entre la ville d'Avranches et l'amicale du Conseil général, à l'époque, de la Manche. Le principe était d'accorder aux adhérents de l'amicale un tarif préférentiel d'accès au scriptorial, c'est-à-dire d'appliquer le tarif réduit au lieu du plein tarif. Aujourd'hui, le nom de l'amicale ayant changé pour Manche Amicale, Conseil départemental de la Manche, ainsi que les tarifs du scriptorial, il convient donc de réactualiser cette convention. Donc, après un avis également favorable de la commission culture, il nous est proposé ce soir de renouveler ce partenariat et de signer la convention entre la ville et Manche Amicale. Merci Annie. Y a-t-il des commentaires sur cette proposition? Bien, personne ne veut s'exprimer, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Il n'y en a pas. Des abstentions, je n'en vois pas non plus, donc unanimité. Annie va à présent évoquer dans le cadre du point 22 la question de la régularisation de la gestion de stock dans notre régie de recettes. Oui, donc encore un point passionnant. La régie de recettes des musées d'Avranches compte environ 1200 références vendues en boutique qu'il convient d'ajuster, en particulier depuis l'installation de ces dernières au rez-de-chaussée où l'espace doit être optimisé. Il est donc proposé de procéder au déstockage, ajustement du prix ou intégration de nouveaux articles à la régie de recettes des musées d'Avranches. Après un avis favorable de la commission culture, il nous est proposé ce soir d'autoriser la régularisation des stocks de la boutique. Alors, il y a des objets qui étaient initialement proposés dans la boutique lorsqu'elle était à l'étage qui n'attiraient pas du tout la clientèle, donc qui ont été un peu remisés et qui ne sont plus proposés actuellement dans la nouvelle boutique. Donc, il est proposé de les déstocker tout simplement. Merci Annie. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Pas de remarques? Ah oui, Christian, merci. Est-ce qu'on pourrait ouvrir un stand à la braderie des commerçants pour déstocker? Je ne sais pas si une collectivité peut déstocker sur une braderie des commerçants, mais bon, ça c'est... Voilà. Et est-ce que des fois ça pourrait pas être offert, par exemple, à l'office du tourisme ou des choses comme ça, puisque ça va être déstocké de toute façon?
Je n'ai pas d'expérience dans ce domaine-là, mais pour avoir suivi des conseils d'administration d'autres collectivités publiques, non, on ne peut pas, théoriquement, hein, je ne sais pas si c'est pareil pour la ville, mais il me semble qu'on ne peut pas faire de dons de choses qui ont été acquises. Enfin, Anne-Laure, je ne sais pas, t'es pas... Voilà. Donc on va se renseigner, mais je ne pense pas que ce soit possible, et je pense que ça a été, en tout cas, envisagé. Alors, ça a été envisagé. Il y a la petite voix de Ludovic Coudra, donc, qui est directeur de la communication juste derrière, qui me dit qu'en fait, ils n'en veulent pas. Donc, c'est que ça doit être des choses qui, pour être polies avec les auteurs, s'il s'agit de livres ou... non, ce sont des petits objets. Voilà. Disons qu'à un moment donné, il y a des choses qui passent de mode et qui finissent par ne plus intéresser grand monde. Alors, jusqu'à ce que ça redevienne à la mode. Donc, à voir. Voilà, il faut garder. Oui, Jacques. Est-ce que, par exemple, ces lots ne pourraient pas faire partie pour donner des cadeaux à Radio Sud-Manche, pour les faire gagner? En fait, il faudrait, ce que vous nous demandez, c'est une fois sortis des stocks, il faudrait réfléchir à leur destination. C'est ça, oui. Bon, écoutez, je vais reposer la question à la directrice du service des musées. Je pense qu'ils en voudraient. Oui, il y a sans doute des associations qui pourraient être intéressées. Exactement. Pour éventuellement des cadeaux ou des lots, voilà. Même parfois lorsqu'il y a des associations qui organisent des tombolas ou des jeux de cette nature. Ce sera à creuser, éventuellement faire des propositions aux associations. Pour l'instant, on n'en est pas là. On est plutôt sur une phase de... Il ne faut pas s'attendre à des miracles de toute façon, mais on questionnera, on verra. Bien, est-ce que sur cette proposition qui nous est faite par Annie Parent, il y a des questions ou des remarques, ou d'autres questions ou d'autres remarques? Non. Donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Bien, donc unanimité. Alors, dernier point rapporté par Annie Parent, il s'agit d'évoquer le dispositif Pass Culture, donc autre dispositif. Voilà, donc le Pass Culture, qui est un dispositif proposé par le gouvernement, s'adresse à tous les jeunes de 18 ans afin de leur permettre d'avoir accès à une très large offre culturelle. Il se présente sous la forme d'une application géolocalisée et gratuite qui propose une liste d'activités culturelles et artistiques à proximité de l'endroit où se trouve le jeune, bien sûr, ainsi que des offres numériques. Donc, par exemple, des places de concert, de cinéma, de festival, des abonnements, des cours de danse, de théâtre, etc., des biens culturels comme des livres, des CD, des DVD, des instruments de musique, des œuvres d'art, des services numériques, abonnements à la presse en ligne, la musique en ligne, des jeux vidéo, des plateformes de streaming, de séries et de films, des conférences. Tout cela plafonné à 100 €, des rencontres avec des artistes, des conférences, des dédicaces, des découvertes. La liste pourrait encore être allongée. Donc un crédit de 300 € est ouvert à cet effet, utilisable durant 24 mois. Les musées étant largement répartis sur le territoire, ils participent d'un efficace maillage pour une offre de proximité. C'est donc aussi un outil de communication et un moyen de faire connaître notre programmation et nos publications. Il conviendra à la collectivité de créer un compte, de définir les différents lieux concernés et de publier les offres. La commission culture a donné un avis favorable à cette proposition et il nous est demandé ce soir d'adhérer au dispositif Pass Culture. Merci Annie. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'adhésion à ce dispositif? Pas de questions. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des personnes qui s'opposent? Pas d'opposition, des abstentions, pas d'avantage. Écoutez, je vous remercie. On passe à une question qui nous fait sortir de la culture. Question d'administration générale. Il nous faut revoir nos désignations au sein de la CLECT, donc CLECT, Commission locale d'évaluation des charges transférées, de la communauté. Alors il manque un C d'ailleurs dans l'ordre du jour, hein, mais ça a dû être rectifié. Hop. C'est bien la CLECT dont il s'agit. Donc c'est une question qui a trait à la création de la commune nouvelle et à la nécessité de revoir la représentation de notre commune au sein de cette commission. Donc le rôle de cette instance, je le rappelle, c'est de déterminer les montants relatifs au transfert de charges ou aux charges qui sont transférées de la commune vers la communauté d'agglomération et inversement.
Et chaque année, donc, cette commission locale émet un rapport qui fait l'objet d'une approbation au sein de l'Assemblée communautaire, mais aussi au sein de chaque conseil municipal. Donc cette commission est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées, et chaque conseil municipal donc, dispose d'un représentant qu'il doit désigner. Oui, c'est prévu. Donc il appartient à chaque conseil municipal de désigner un titulaire et un suppléant. Donc, il est proposé ce soir, donc je vous passe les vues du Code général des collectivités territoriales, des arrêtés préfectoraux, des articles différents et surtout de la délibération de la communauté d'agglomération en date du 16 janvier 2017, liée à la création de notre PCI. En fait, ce qui est proposé ce soir au conseil municipal, c'est de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger au sein de cette commission locale d'évaluation des charges transférées. Entre la communauté d'agglomération et la commune d'Avranches. Donc il faut en fait annuler donc cette nouvelle délibération permettra d'annuler et remplacer la délibération qui avait été référencée préalablement, qui est datée du 10 juillet 2020. Voilà, donc il nous faut en fait désigner ce soir un titulaire et un suppléant. Donc le titulaire, il semble logique que ce soit notre adjoint en charge des finances, donc Philippe Collet. Et en revanche, pour le suppléant, nous proposions d'ouvrir la place à un membre de l'opposition. On avait pensé à Madame Tirard, puisque vous êtes membre de la commission des finances, de mémoire. Non ? Alors je ne sais pas. Est-ce que du côté de l'opposition, vous pouvez, comme ça, au pied levé, je suis désolé de vous saisir ainsi. Monsieur Ranchin ? D'accord. Donc, nous proposerions donc au vote de notre assemblée municipale Philippe Collet en titulaire et Jean-Paul Ranchin en suppléant, si ça vous convient. Très bien pour moi. Bien. Donc, je vous propose de passer au vote s'il n'y a pas de questions ou d'observations. Est-ce qu'il y a des personnes qui votent contre cette proposition ? Personne, des abstentions ? Pas davantage, donc je vous remercie. Donc ce seront Philippe Collet et Jean-Paul Ranchin, si nécessaire, en cas de défection du titulaire, qui siégeront au sein de cette CLECT au nom de la commune d'Avranches. Je vous remercie. Pour le point 25, donc il s'agit d'un point d'information sur les travaux engagés par Manche Habitat à l'école Pierre Mendès France. Et étant donné que c'est Nadine Calvez qui suit ce dossier, au titre de sa délégation, je lui cède la parole. Oui, donc c'est juste une information, puisque nous allons pouvoir commencer les travaux dès cet été par le désamiantage. Donc ce projet, donc je vous rappelle, hein, ce sont les logements qui se situent au-dessus de l'école Pierre Mendès France. C'était des logements qui étaient destinés autrefois aux instituteurs, qui sont inhabités depuis très longtemps, donc que l'on confie à Manche Habitat et qui vont être réhabilités. Et donc le projet consiste en l'aménagement de 17 logements. C'est les cages 9, 11 et 13 rue des Écoles. Ces logements bénéficieront d'une labellisation bâtiment basse consommation rénovation. Une bonification du label sera demandée pour l'emploi de matériaux biosourcés, panneaux en fibre de chanvre, coton et lin pour l'isolation des murs et combles. Le remplacement des chaudières individuelles au gaz par un chauffage collectif et une production d'eau chaude collective raccordée à un réseau de chaleur sur énergie renouvelable. Les travaux devraient se dérouler selon ce calendrier prévisionnel suivant. Donc en juin a eu lieu une réunion à l'école afin de valider le projet de plan d'installation de chantier en intégrant le fonctionnement de l'école. Du 19 juillet au 27 août, donc, il va y avoir les travaux de désamiantage et de déplombage. Et à partir de septembre 2021, sous réserve de la consultation en cours des entreprises de gros œuvres, menuiserie intérieure, menuiserie extérieure et carrelage faïence, le démarrage du chantier devrait être donné pour une durée d'environ 15 mois.
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, il y aura des travaux Enedis relatifs à l'extension du réseau depuis le poste Enedis jusqu'au bâtiment. Donc ce sont des nouveaux branchements, écoles et logements. Et enfin, l'occupation du foncier sera régularisée par un bail amphithéotique dans le courant du mois de septembre 2021, puisque les relevés du géomètre n'ayant pu être effectués plus en amont. Donc un point régulier sur l'avancement du chantier sera réalisé. Alors, est-ce que tu peux prendre ton micro, Catherine? Merci. Connais-tu déjà les types qui vont être faits sur les 17 logements, des T1, T2, T3? Alors, il y a 7 T1 bis, que je ne dise pas de bêtises. 7 T1 bis, il y a 2 T4, alors 1, 2, 3, 4, 5 T3 et 1, 2, 3 et 3 T2. Ça doit faire le compte. Voilà, 17 logements. Donc ça colle avec 17 logements. Voilà, donc c'est assez diversifié, c'est bien. C'est-à-dire qu'on va avoir une palette qui va, on l'espère, satisfaire un public varié. Et ce sont de très beaux logements, hein, puisqu'ils ont une surface qui va de 39 mètres carrés pour un T1 bis le plus petit, jusqu'à 87 mètres carrés pour les T4. Mmh. Donc c'est vrai que c'est une façon de répondre à une tension, notamment dans le parc HLM. Voilà, nous avons un gros problème en ce moment sur le logement, autant dans le privé que dans le public. Donc nous avons très peu de vacances. Manche Habitat, les logements Manche Habitat deviennent très très rares. Donc nous sommes vraiment très heureux de lancer ce chantier qui, j'espère, prendra fin vers fin 2022. Toutefois, on sait actuellement que les problèmes d'approvisionnement, de fourniture et puis les problèmes que rencontrent les entreprises risquent un petit peu de retarder ce chantier. Mais bon, on verra bien. Est-ce que vous avez besoin de précisions concernant cette présentation de Nadine? Qui souhaite intervenir? Personne? Bon, c'est vrai que c'est un projet sur lequel nous travaillons maintenant depuis plusieurs mois. Hein. C'était à la fin de l'ancien mandat que Nadine, en tant qu'administratrice de Manche Habitat, avait travaillé le sujet avec Monsieur Hu et puis Jean Morin. Alors Jean Morin, qui présidait Manche Habitat, mais qui, je pense, va céder les rênes. Donc Jean Morin qui a été un partenaire vraiment très attentif aux besoins, en tout cas aux attentes de la ville d'Avranches. Donc là, je lui rends hommage ce soir, en même temps que je le félicite pour son élection à la tête du département de la Manche. J'espère que son successeur, quel qu'il soit, homme ou femme, sera tout aussi attentif et efficace. En tout cas, il faut se louer de ces relations que tu as entretenues avec Manche Habitat au cours du mandat précédent, qui vont se concrétiser par la rénovation de ces logements au sein de l'école Pierre Mendès France. Y a-t-il d'autres interventions? Bon, là, il n'y a pas de vote, hein, c'est vraiment une information que nous portons à la connaissance du conseil municipal. Nadine? Oui, on reviendra pour le bail amphithéotique, donc à l'automne, on reviendra au conseil municipal. Merci. Donc la question suivante porte sur les délégations au maire, donc selon les articles ordinaires du CGCT. Je vous en donne lecture assez rapidement. Donc il y a eu le 26 mai, un acte qui a été conclu le 23 mars 2021 concernant un avenant numéro 1 à la convention du 28 août 2017 avec l'association Communauté d'Emmaüs de Fougères pour la location d'environ 200 mètres carrés de locaux situés rue Jacques-Simon, donc dans l'ancienne annexe du collège Chalmel-Lacour. Donc cette location est consentie moyennant une redevance forfaitaire annuelle d'occupation de 4 600 € au titre de la participation aux dépenses de fluide.
27 mai, donc un avenant numéro 11, le contrat de location en date du 7 mai 2021 est conclu avec M. Norbert Juin afin de prolonger d'une année la durée de la location d'une parcelle de terrain qui est située au lieu-dit Les Landes, au Val-Saint-Père. Et cet avenant prend effet à compter du 13 mai 2021 pour une durée d'une année, moyennant un loyer annuel de 230 €. 8 juin, donc il a été modifié l'arrêté 18-05-65 du 31 mai 2018, instituant une régie de recettes et d'avances auprès du service des musées du patrimoine de la ville d'Avranches pour l'encaissement des droits d'entrée au musée de la ville d'Avranches et des produits de la vente d'articles de la boutique. 11 juin, donc décision du maire de donner son accord pour la signature de l'avenant numéro 1 avec l'entreprise Claude Lenné, domiciliée à Saint-Quentin-sur-le-Homme. Suite à la démolition, des travaux supplémentaires imprévus sont nécessaires. Cela génère une plus-value de 2034,87 € hors taxe. Et le 16 juin est accepté le don de M. Olivier Tréhé d'un ensemble de 163 plans de construction sur papier calque ou papier réalisés par M. Chaussard. C'est une petite anecdote, mais c'est intéressant. C'est dans une maison qui est située dans le centre-ville d'Avranches. Donc le propriétaire a découvert dans les combles tout un ensemble de plans réalisés au moment de la reconstruction. Alors, de la ville d'Avranches, mais pas uniquement, ça concerne d'autres communes du Sud-Manche. Donc plans d'édifices qui ont été réalisés ou pas, en tout cas qui sont très intéressants d'un plan documentaire, sachant que cette période de la reconstruction de nos villes est de plus en plus suscite de plus en plus l'intérêt des chercheurs, des historiens. Et que ces beaux documents qui sont désormais au musée d'Avranches pourront être exploités, faire l'objet d'expositions. Voilà, j'en ai terminé pour les délégations au maire. Je profite de cet instant aussi j'ai oublié de le faire en introduction, pour féliciter Angélique Ferreira, qui est donc une jeune élue régionale, voilà, qui après avoir fait campagne de manière assez énergique à l'échelle du département de la Manche, a ainsi gagné son siège de conseillère régionale. Donc c'est important pour la ville d'Avranches d'être ainsi représentée au sein de l'Assemblée régionale. Voilà, donc bravo Angélique, et puis bon vent. Je pense que ta présence au sein de l'Assemblée régionale sera utile pour la ville d'Avranches, bien évidemment, puisque tu nous apporteras des informations de première main, mais aussi à l'échelle communautaire, puisque, on le sait bien, ta vice-présidence à l'économie rappelle, bien évidemment, un dialogue intéressant avec la région, en tout cas incontournable. Voilà, j'en ai terminé pour ce soir. Je vous souhaite un bel été, même si nous avons du mal à croire que nous sommes en été. La météo contredit un peu ce calendrier. Yann Laure qui veut prendre la parole. Alors, vas-y, excuse-moi. Oui, je voulais, en plus de la bonne nouvelle qui concerne Angélique, je voulais rajouter une bonne nouvelle qui concerne le budget participatif, puisque la première campagne s'est clôturée le 30 juin, et que donc on a les 5 budgets élus par les citoyens qui donc ont participé amplement, puisqu'on a eu 379 participants sur le vote. Et donc, on a les 5 gagnants qui ont pu faire l'objet d'une communication et de parution dans la presse. Donc, la rénovation d'un plateau sportif pour tous Fenouillère, le skatepark, la rénovation de l'aire de jeu du Jardin des Plantes, la prolongation de l'agrandissement de l'aire de jeu de la Bourdonnière et les infrastructures de sport pour tous en plein air, donc voilà, qui vont pouvoir se disséminer et bénéficier à tous les habitants un peu partout dans la commune. Merci Anne-Laure pour ce point. Je vous rappelle aussi que le 14 juillet, ce sera la semaine prochaine, ce sera notre fête nationale avec différentes animations. Donc la cérémonie aura lieu à 11h, place Littré, face à notre monument aux morts, et qu'il y aura aussi tout un ensemble d'activités tout au long de la journée, avec différents intervenants, des conférences, des jeux. Donc tout le détail de ces manifestations vous sera envoyé par mail, bien évidemment, avec le soir le pique-nique républicain et puis le feu d'artifice traditionnel en musique. Voilà. Et puis nous nous retrouverons pour notre prochain conseil municipal au mois de septembre, le 27 septembre. Donc je vous laisse prendre note de la date. Ce sera sans doute ici, vraisemblablement ici, salle Victor Hugo, à 19h comme ce soir. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très bel été. Je vous souhaite un peu de repos, parce que l'année n'a pas été
totalement passive, si je puis dire, avec une implication forte des uns et des autres, notamment dans l'action municipale. Voilà. Donc bonne soirée à tous, et puis bel été, et rendez-vous le 14 juillet, pour ceux qui pourront, et sinon au mois de septembre. À bientôt.